Au niveau de la tour de distillation, bien, ce qu'on peut dire est assez simple. Il y en a vraiment plusieurs. Vous avez des cours en génie là-dedans qui ont été assez spécifiques. Je reviens pas sur les éléments de base. Je vous remets simplement quelques images pour vous rappeler les concepts de base des versoirs, les plateaux, toujours évidemment un reflux, donc ça veut dire un ballon et une pompe qui peut servir au reflux, qui peut aussi servir à sortir le produit de tête. Dans le fond, on a souvent, mais pas toujours, un médium chauffant, hein. Et ce médium chauffant-là va souvent être un rebouilleur qui parfois ou bien souvent sera de type kettle avec vapeur et autres. Donc ici on a une petite image assez classique. Sinon on a des tours de distillation un peu plus spécialisés, hein, avec des absorbeurs, hein, gaz liquide, etc. Il y a tellement d'éléments. Un absorbeur simple, on voit ici des absorbeurs avec des boucles de refroidissement. Et puis on arrive aussi à des fractionneurs. Faut pas oublier qu'un des bons exemples que vous pourrez voir dans votre cursus peut-être, c'est la tour de distillation atmosphérique de brut, hein, qui va fractionner dans 6 grandes familles les différentes coupes d'un produit pétrolier, hein. Alors, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Prenons une tour standard, là. Prenons la tour de référence que j'ai pris, c'est celle que vous opérez sur Trident. Puis pensons à cette tour-là. Regardons tout de suite, à l'extérieur, hein, à quoi on doit penser à l'extérieur. Quand on la regarde, cette tour-là, hein, celle-là, j'en ai choisi une belle pour la chose. Bon, évidemment, l'état de l'isolation, donc une tour généralement isolée. On va regarder si l'isolation tient toujours, s'il n'y a pas de perforation, si la laine et ou autres éléments isolants n'ont pas été endommagés ou sont mouillés, ce qui pourrait causer des problèmes à long terme sur l'entretien général. Ça, c'est la première des choses, hein. La deuxième, la mise à la terre, hein. Il y a toujours une mise à la terre, hein, sur un instrument. On va vérifier où elle est. On va vérifier la qualité des barrettes, là, ce qui attache l'équipement à sa mise à la terre. Je vous montre ici un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. C'est pas quelque chose qu'on vérifie systématiquement, mais on doit le faire. Je dirais, au moins une fois par mois. Ça me paraît très raisonnable de faire ça, pour s'assurer que tout va bien là-dedans, là, tu sais. Les paramètres d'opération locaux, on va les faire. Vous les connaissez, les paramètres classiques qu'on retrouve sur une tour. Donc, on vérifie tout ça. Quand on dit locaux, évidemment, c'est ce qui est pas associé avec les contrôleurs, hein, mais ce qui est associé un peu plus aux indicateurs, malgré que bien souvent, sur les TC, ça va être des TIC, puis on va pouvoir voir même au niveau local quelles sont les indications fournies par notre instrumentation. Sinon, on va aussi les comparer avec la salle de contrôle. Alors, on va appeler la salle de contrôle. Encore là, ça, c'est une opération qu'on fait moins souvent, hein, là, je dirais quand on a le temps, mais il faut quand même le faire et prendre nos différents instruments de mesure, hein, et les comparer. Où je donne un exemple. J'ai ici le TC, mais j'ai un TI au niveau local qui est situé au même endroit. Je vais faire une référence. Je vais dire, moi, au local, je vois sur mon TI telle température, toi, qu'est-ce que tu vois, pour s'assurer aussi de la concordance des signaux, et puis qu'on reçoive exactement les mêmes données et qu'on ait les mêmes données en vue. Vous savez aussi que si il y a un problème avec les données entre un indicateur local puis l'indicateur qu'on a en salle de contrôle, c'est normalement l'indicateur local qui a raison, puisque statistiquement parlant, ils sont moins endommagés souvent ou moins mal calibrés que l'instrumentation électronique, je dirais. Sinon, les fuites les plus susceptibles d'arriver, hein. Des fuites, franchement, sur une tour, il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi des protections contre les fuites, puisqu'on a une vanne de sûreté qui va à la torche, hein. Cette vanne-là, évidemment, ouvrirait, puis oubliez pas qu'on a déjà, on le verra plus tard, mais sur cette tour-là, on a déjà une gestion de pression vers le fleur. Ça, c'est vraiment une deuxième sécurité. Sinon, les fuites standards, ils vont se retrouver au niveau des trous d'hommes, vous le savez déjà, donc vérifiez ce genre d'éléments-là. Ils vont se retrouver au niveau des connexions sur la tour, mais surtout sur les drains et ou échantillonnage qui auraient été mal fermés. Là, je me pencherai un peu plus là-dessus si j'étais vous. Évidemment, si on parle de fuite gazeuse, la tête de la colonne, hein, pourquoi? Parce que c'est souvent la tête de la colonne qui va être endommagée, hein, sur le long terme. Sinon, les brides et les coudes, vous le savez, sont toujours susceptibles d'avoir certains bris. Si vous
vous avez un réseau de vapeur, comme je le disais, c'est possible. Bien évidemment, autour de la vapeur, les fuites sont nombreuses et possibles. Puis ce sera à vous de les vérifier adéquatement en usine. Puis je vous le disais, les points d'échantillonnage ou autres. Faut pas oublier non plus, puis je termine là-dessus, l'accumulation des rebuts à l'intérieur de la jupe. Ça veut dire quoi, ça? Bien, généralement, quand on voit une tour, je vais retourner à l'image de la tour de départ ici, quand on arrive à une tour, là, malheureusement, on voit pas le bas, mais on ne voit pas le côté arrondi de la tour. Hein. On lui a mis une jupe, on lui a donc mis un élément tout autour pour que on ne puisse pas passer en dessous, par exemple, de la tour. Puis c'est souvent des endroits fermés. Puis je vous en parlais pourquoi, parce que ce qu'on appelle la jupe de la tour est un espace clos et vous devez pas y entrer, à moins d'avoir un permis en espace clos, avec tout le protocole que ça nécessite.